À la une ce soir, Isaac, classé ouragan de catégorie 1, pris très au sérieux par les Martiniquais. L'eau et les piles commencent déjà à manquer dans les rayons des supermarchés. Nous serons en direct de la préfecture dès le début de notre édition pour faire le point sur la préparation des autorités. Pas de perturbations dans les établissements scolaires. Le mouvement de grève lancé par les syndicats UNSA territoriaux et enseignants est maintenu ce mardi, mais sans conséquences directes. Ils protestent contre la suppression de 40 emplois contractuels. Première escale en Martinique du frégate La Bretagne. La toute nouvelle embarcation de la Marine nationale est en période de test. Visite guidée à découvrir dans notre édition. Enfin, 13% de personnes illettrées en Martinique. Une conférence débat sera organisée ce mercredi à la cantine centrale de Ducos. La présidente de l'association ducossaise du savoir, Christiane Levourche, que vous voyez à l'antenne, sera notre invitée ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Nous commençons tout de suite par prendre des nouvelles de l'ouragan Isaac qui menace l'arc antillais. Pour l'heure, il est encore impossible de définir sa trajectoire exacte ni avec quelle intensité il passera dans nos eaux. Quoi qu'il en soit, les autorités se préparent. Une conférence de presse a lieu en ce moment même à la préfecture où nous retrouverons dans un instant Régine Germany et Caril Chassol. Pour rappel, la Martinique est placée en vigilance jaune cyclonique, qui signifie qu'il faut rester vigilant. Et justement, les Martiniquais prennent très au sérieux la menace du mauvais temps. Déjà aujourd'hui, l'eau, les piles et les bougies commençaient à manquer. Certains préparent leur maison. Régine Germany et Caril Chassol ont pris le pouls de la situation à J-2 du passage du phénomène. Regardez. En cas de forte rafale, ces feuilles de tôle pourraient devenir des projectiles dangereux. Alors, ce matin, Robert a décidé de les mettre à l'abri. Depuis l'annonce du mauvais temps, il s'active à tout mettre en ordre. L'élagage, je n'en ai pas besoin puisque je n'ai pas d'arbres à côté de la maison. Du moins, ils sont en contrebas. Ils sont en contrebas, donc ça ne risque rien pour la maison. Par contre, j'ai beaucoup d'objets sur la véranda et sur la terrasse que je vais arranger de manière à ce que ça ne s'envole pas. J'ai aussi des feuilles de tôle que je vais ranger. Enfin, tout est prévu. En homme expérimenté, ce Robertin connaît bien les indispensables de la saison cyclonique. J'ai même acheté ce matin mes piles pour alimenter ma radio, puisqu'elle est sous secteur, il est sous secteur. Elle est du moins sous secteur. Donc j'ai prévu d'acheter 6 piles. Comme Robert, les Martiniquais semblent prendre très au sérieux l'approche du phénomène. Juste prendre un peu d'eau, très peu, 2 packs d'eau suffisamment, puis des petits fruits qui pourraient conserver même après le cyclone, des boîtes sèches, des haricots verts, un truc comme ça, voilà un peu. Je fais le plein d'essence déjà pour la voiture, puis c'est tout, le reste ça va. On parle d'eau, de bougies, de piles. Non, j'ai tout ça à la maison. En permanence, on peut prendre la lumière, tout ce qu'on veut, ça ne me gêne pas. L'eau, pour boire, il y a les réseaux publics, et si les réseaux publics ne marchent pas, il y a de l'eau dans la rivière. Si on veut se baigner, il y a l'eau de la mer. Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, il n'y avait pas de réseau comme ça. Il n'y avait pas de tas d'eau en bouteille. Dans cet hypermarché, depuis plusieurs jours, certains rayons sont pris d'assaut. Depuis ce matin, l'heure d'ouverture jusqu'à maintenant, il y a à peu près 8000 packs d'eau qui sont partis. Ce qui est impressionnant et nous sommes en relation avec nos fournisseurs pour leur réapprovisionnement rapidement. Également les piles, les lampes torches, les radios réveils qui fonctionnent qu'avec les piles, bien entendu, et tout ce qui peut toucher également les raclettes, les serpillères, les balais, les bottes éventuellement. Nourriture de secours, lampes de poche, bougies et radios avec piles constituent votre kit d'urgence en cas de phénomène majeur. Au chapitre social, la mobilisation annoncée illimitée par le syndicat UNSA pour les enseignants et les agents territoriaux est maintenue mais sans perturbation directe au programme. Les grévistes protestent contre la suppression de 40 emplois contractuels. Le mouvement pourrait s'intensifier dans les jours à venir. Voyez ces explications de Johan Boulard. Max fait partie des 40 contractuels non rappelés par la CTM. Aujourd'hui, il est en recherche d'emploi après 3 renouvellements au poste de technicien de surface. Je viens de perdre mon poste, donc je suis à la recherche d'un emploi. Je ne veux pas rester sans rien faire. Contre toute attente, fin août,
son monde est balayé. On s'est vu remplacer sans raison valable, hein. Ils ont envoyé d'autres personnes à notre poste, donc c'est ce qu'on ne comprend pas. On se dit que si vraiment on ne pouvait pas nous reprendre pour une histoire de budget, donc il n'y a pas de problème. Mais là on apprend qu'on a été remplacé, donc il y a bien le budget pour payer les contractuels. On a des loyers, il faut qu'on mange, il faut qu'on boit, on a des enfants à nourrir, il faut les habiller pour la rentrée scolaire. Donc tout ça c'est une situation insupportable. Selon l'UNSA Territoriaux, les postes concernés sont pour 95% ceux installés par l'ancienne mandature. Il avait été émis un avis favorable, donc aucune raison qu'il ne soit pas reconduit. Et d'autant que ce sont des contractuels qui sont déjà en place et qui connaissent un peu le fonctionnement. Depuis la semaine dernière, ce syndicat a donc pris le taureau par les cornes. Un préavis de grève est déposé à compter de demain, mardi 11 septembre. Aucun blocage prévu pour le moment. Il s'agit dans un premier temps de fédérer. On a choisi la journée de demain pour mobiliser l'ensemble de ses collègues. On a dit qu'on préfère que notre action ne soit pas reliée à la situation particulière du MIB. Donc on préfère attendre quelques jours, d'autant que nous avions entendu l'arrivée certainement d'un cyclone, d'un cyclone. Donc il est préférable d'être sage et d'attendre, et de ne pas perturber la rentrée scolaire de nos enfants. À ce problème des contractuels de la CTM vient s'ajouter celui des PEC, les contrats aidés par l'État. Deux problèmes distincts, mais qui se rejoignent dans le sens où ces personnels sont nécessaires au fonctionnement des établissements. Nous sommes, si vous voulez, en cohésion. Enfin, c'est un combat commun, comme nous avons mené donc en septembre 2017. Il manque 400 PEC donc nécessaires pour le bon fonctionnement des établissements, donc aussi bien à la vie scolaire, donc en appui aux conseillers principaux d'éducation. Donc c'est pour cela que ce préavis de grève que nous avons déposé, eh bien, il couvre l'ensemble des personnels qui sont en collège et en lycée. Demain, rendez-vous est pris entre les syndicats et le personnel remercié. La rencontre devrait permettre de déterminer la forme que prendra le mouvement. Certaines écoles ont d'ores et déjà annoncé des perturbations. Et toujours concernant le mouvement de grève prévu demain, la direction du lycée de Bellevue a annoncé par communiqué que le petit déjeuner sera servi à l'heure habituelle. En revanche, il n'y aura pas de demi-pension ni internat. Revenons maintenant sur la rentrée générale qui s'est tenue aujourd'hui dans toutes les écoles de l'île. Celle de Font-Brûlé, Robert, a rouvert ses portes aujourd'hui après 2 mois de travaux de réfection. La rentrée de l'école Léo Adélaïde n'avait pas pu être assurée la semaine dernière à cause des retards sur le chantier. Les 82 écoliers ont donc pu reprendre les chemins de l'école ce matin. Une nouvelle étape annoncée dans le dossier clinique Sainte-Marie. La situation de l'établissement sera examinée demain par le tribunal de Fort-de-France. Un collectif de praticiens s'est monté pour réclamer 400 000 € pour cette structure qui propose certains services qui ne sont proposés nulle part d'autre. En Martinique, le mouvement est soutenu par les médecins libéraux de l'île. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Si la clinique venait à fermer, ce serait une catastrophe, non seulement pour les patients, mais bien sûr, enfin surtout pour les patients, mais pour le personnel et les médecins de la clinique également. Et pourquoi ce serait une catastrophe? Parce qu'il y a des services qu'on ne présente que à la clinique Sainte-Marie, comme la rééducation cardiaque, le service de médecine qui est accessible facilement pour les urgences du CHU qui ont besoin de dresser des patients, ou pour les médecins généralistes en cabinet qui ont besoin d'un bilan rapidement fait. Ça peut être fait en hospitalisation avec le service de radiologie qui fait les examens très rapidement. La clinique Sainte-Marie est la seule clinique de l'île à offrir des soins de cancérologie prostatique, donc c'est toute la cancérologie urologique, et vous savez que le cancer de la prostate est quand même avec une prévalence très importante dans notre territoire. Il y a une nécessité de débloquer immédiatement de l'argent pour avoir une pérennité des soins, et ensuite il faut que cette clinique se modernise, investisse massivement dans les équipements pour pouvoir offrir un accueil et une technicité au personnel soignant et aux médecins qui puissent prodiguer leur art avec des données conformes à la science du XXIe siècle et avec les médications accessibles et dans la sécurité pour la population martiniquaise.
Le groupe Bernard Ayotte réagit au communiqué de presse du sénateur Victorin Lurel en déclarant ne pas détenir de monopole ni en Martinique où il est deuxième derrière le groupe Parfait, ni en Guadeloupe où il est troisième après Safo GHD et le groupe OYON. GBH a rappelé avoir dû s'engager devant l'autorité de la concurrence à exploiter le magasin du Robert sous l'enseigne Euromarché parce qu'il existait déjà 2 supermarchés Carrefour Market à 15 minutes autour de ces 2 magasins et que ces 2 magasins, n'étaient pas exploités par GBH. 13%. C'est le nombre d'illettrés en Martinique aujourd'hui. En comparaison, dans l'Hexagone, ils ne sont que 7%. Alors pourquoi avons-nous des chiffres 2 fois supérieurs à ceux de l'Hexagone? Quelles sont les aides pour accompagner les personnes en difficulté? C'est ce que nous allons voir avec la présidente de l'association du COSES du Savoir, Christine Levourche. Bonsoir à vous. Christiane Levourche, pardon. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à ATV, merci à tout le monde. Alors, l'illettrisme avait été déclaré en 2013 grande cause nationale par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. Oui. Cela a été suivi des faits puisque le nombre a légèrement diminué en Martinique. Oui. Vous qui travaillez avec eux, est-ce qu'il y a un profil type de l'illettré ici? Oui, déjà commençons, disons qu'il y a l'illettrisme et il y a aussi l'alphabétisation. C'est 2 choses bien différentes. C'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent, que l'illettré, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, puisque l'école était obligatoire à l'époque, mais qui n'a pas suivi son cursus scolaire. Pour diverses raisons, maladie, les parents qui gardaient l'aîné pour garder les plus petits, enfin pour diverses raisons, ils n'ont pas pu continuer leur scolarité. Ça, c'est l'illettrisme. Et l'alphabétisation, c'est celui qui est, par exemple, un étranger qui arrive en Martinique. Ça ne veut pas dire qu'il est illettré dans son pays, mais il est analphabète en Martinique. Donc, il ne maîtrise pas la langue française. Alors, il n'écrit pas, il ne sait pas lire la langue française. Et est-ce qu'en Martinique, il y a un profil type? Est-ce qu'il y a un âge où, est-ce que ce sont plus les seniors ou il y a encore des jeunes qui sont il y a encore des jeunes, parce que déjà notre association, le but de notre association, c'était la lutte contre l'illettrisme des seniors. Notre statut, c'était cela au départ. Et puis, depuis quelque temps, il y a quelques jeunes qui sont venus se greffer. Je ne parle même pas des étrangers, mais quelques jeunes Français qui sont venus, quelques jeunes Martiniquais qui sont venus se greffer aux plus âgés, aux seniors. Le plus jeune a quand même 20 ans. D'accord. Alors, on va revenir sur un reportage que nous avions réalisé avec votre association, alors qu'elle n'avait que 3 ans à l'époque. Oui. On avait suivi des personnes qui prenaient des cours du soir. On regarde ce que ça donnait. On peut le décomposer en syllabes. Super. Une syllabe à la fois, ils sont venus gagner leur autonomie. 2 soirs par semaine, ils reviennent sur les bancs de l'école, des bancs que beaucoup ont quittés trop vite. Évidemment, il y a un effort personnel, surtout pour les adultes salariés, qui doivent, en plus de leur activité, se permettre de venir en cours supplémentaires. Donc ça fait qu'effectivement, en cours d'année, il y a des élèves qui vont abandonner ou un certain relâchement et une lassitude. Difficile d'accepter la caméra et de parler librement de son illettrisme. Peut-être encore plus pour ceux qui sont insérés dans la vie professionnelle. Ne pas savoir lire ou écrire ne se dit pas même à ses proches, et les tâches de la vie courante peuvent vite devenir insurmontables. Emiliane n'a pas voulu céder à la fatalité. Maman moi pas satellite, papa moi pas satellite, nous sommes famille. Dans famille qui passe à lui tout bonnement. On vient apprendre lire, apprendre faire lettre moi, apprendre faire un chèque, apprendre faire toutes ces bagailles là. Une vie bien remplie entre son mari et ses enfants. Rosemary a vécu le déclic en même temps que la retraite. Compréhensible, je savais l'écrire. Eh bien, je l'ai écrit mal, mais avant qu'il écrit sur le tableau, je l'ai écrit normalement. Je trouve c'est merveilleux. 3 ans qu'elle participe au cours. Aujourd'hui, elle redécouvre la joie d'apprendre et nourrit sa principale motivation. Je peux regarder le travail de mes petits-enfants maintenant. Tandis qu'avant, je payais les professeurs pour mes enfants, puisque je ne pouvais pas les aider. Quand l'association a ouvert ses portes, seules 4 personnes les ont poussées. 3 ans après, ils sont une 60aine à affluer des 4 coins de l'île.
sur le plan national et sur le plan local aussi, on avait des statistiques qui étaient assez impressionnantes, c'est-à-dire sur la population martiniquaise. À l'époque, en 2010, lorsque nous avons créé l'association, ce pourcentage était environ de près de 15%. Hein. Et surtout, les populations les plus touchées étaient dans les zones rurales. Le nombre était beaucoup plus important. Et pour preuve qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre, la doyenne des élèves a fêté ses 84 ans. Alors on l'a vu, hein, il s'agit d'un reportage qui avait été réalisé en 2013. En 2013, oui. Combien de personnes avez-vous pu aider à sortir de l'illettrisme depuis 4 personnes, disons 4 personnes qui sont vraiment sorties de l'illettrisme, qui peuvent se débrouiller. Ça semble peu, 4 4, moi je trouve que c'est pas peu parce que ce sont des gens qui sont arrivés à l'association et qui ne connaissaient même pas l'alphabet. Donc il faut commencer par leur apprendre déjà l'alphabet, les consonnes, les voyelles, les sons, tout cela. Donc faire des petites dictées, je trouve 4 c'est quand même pas mal. C'est comme un apprentissage depuis le CP, par exemple, jusqu'aux grandes classes. C'est pour ça que ça met du temps. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui veulent en savoir plus, vous organisez une conférence débat qui sera ouverte à tous ce mercredi de 14h30 à 18h30. Qu'est-ce qu'il y aura au programme? Alors, il y aura beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'ils viennent voir. Si vraiment on veut que l'illettrisme ne soit plus tabou, il faudrait qu'ils viennent à cette manifestation, parce qu'on a mis le paquet. Alors, il y aura quoi? Il y aura des intervenants? Il y aura des intervenants qui vont intervenir. Il y aura les apprenants qui sont sortis de l'illettrisme, qui vont témoigner. Il y a ceux qui sont encore dans l'illettrisme qui vont témoigner. Il va y avoir du slam, toujours sur l'illettrisme. Il va y avoir un diaporama parce que nous faisons quand même des manifestations depuis 2014. Chaque année, au mois de septembre, depuis 2014. Donc, il va y avoir un diaporama pour montrer depuis 2014 ce que nous faisons jusqu'à la date d'aujourd'hui, 2018. Très bien. Alors, c'est une très, très belle manifestation. Moi, j'invite tout le monde à venir à cette manifestation mercredi 14h30 à 18h30 à la cantine centrale de Ducos. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci et puis, bonne manifestation, on espère. Merci. Mais j'espère que vous allez venir. On essaiera, mais en même temps, c'est pendant mes heures de travail. Mais on essaiera. C'est vrai. Merci à vous. Merci. Tout autre chose maintenant, une réunion sur la valorisation. Patientez un instant, madame, ne nous quittez pas, patientez un instant. Nous parlons maintenant d'une réunion sur la valorisation du patrimoine qui s'est tenue cet après-midi à l'hôtel de l'Assemblée de Martinique. Les acteurs publics, privés et institutionnels ont dialogué pour trouver des pistes de financement. Il s'agit de la 4e rencontre de ce type présidée par Yann Monplaisir. Voyez tout de suite ces précisions face à la caméra de Loïc Régis. Une thématique qui est difficile, vous avez raison, à mettre en œuvre, parce qu'elle est très transversale, qu'elle implique beaucoup d'acteurs. La CTM, évidemment, et le président Marie-Jeanne a réaffirmé son soutien et son engagement. Il y a d'ailleurs des personnes qui travaillent au niveau de la CTM sur la valorisation du patrimoine qui appartient à cette collectivité. Mais il y a aussi des communes, il y a aussi des privés, il y a des monuments dont on ne sait plus à qui ils appartiennent. Donc, c'est très, très, très diversifié. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un monument? Il y a la petite maison qui fait partie de notre patrimoine et qui est en soi un monument de notre histoire et qui a son intérêt. Il y a le grand bâtiment comme le Fort Saint-Louis qui est fort coûteux d'entretien. Bon, voilà, il y a une quantité de problèmes qui se posent. Il y a les dents creuses dans tout le bas des communes, on l'a entendu ce matin. Et par quel bout prendre le problème? Vous savez, quand on a un problème vaste comme ça, quelquefois on se demande comment l'aborder, comment l'appréhender. Il faut un petit peu découper tout ça, il faut découper les problématiques, il faut aussi avoir une approche très pratique, très pragmatique, ne pas vouloir tout faire, mais avoir la vision du tout et commencer par un petit bout. Parlons maintenant du tout dernier frégate de la Marine nationale qui est actuellement en escale en Martinique. Pour l'heure, il n'est pas encore opérationnel, mais en pleine phase de test. Voyez cette visite guidée avec Loïc Régis. 142 mètres de long, 75 de haut, voici le dernier né de la Marine nationale. Cette frégate dispose d'équipements modernes. Sur le pont arrière, le Caïman, un hélicoptère nouvelle génération. Un système d'armes qui est complètement nouveau. Tout le système est automatisé, tout est géré par des calculateurs dans la machine et en fait nous on a toute une recopie sur des écrans. Les écrans sont interchangeables, on peut avoir différentes informations sur toute la panoplie des écrans qu'on trouve dans la machine. À savoir, il y en a 5 devant, 3 derrière.
et on peut prendre des copies de chaque écran. Donc c'est vraiment une nouveauté sur l'hélicoptère puisqu'on travaille avec des écrans numériques. Plus de 100 personnes sont affectées à bord du navire avec chacune son rôle. Ici, la salle de contrôle des machines, un poste sensible. Un officier est en veille 24 heures sur 24. Il dispose de plusieurs outils. Il y a d'abord les caméras qui donnent à la fois sur les extérieurs et les intérieurs, qui permettent de voir les alentours du bateau mais aussi les compartiments critiques, qui sont les compartiments machines et électricité. Il y a aussi un certain nombre de capteurs qui sont un petit peu comme dans les maisons, des capteurs de présence de fumée et de flammes, et aussi des capteurs pour présence d'éventuelles voies d'eau. La Bretagne est actuellement en phase de test dans la Caraïbe et ça commence par la Martinique. Durant les essais, la frégate sera mise à rude épreuve. Au cours de ce déploiement de longue durée, bien que le bateau ne soit pas admis au service actif, nous sommes susceptibles de conduire des opérations si le cas se présente. Dans des environnements opérationnels variés, et pour cette raison, nous irons rechercher des coopérations avec la marine américaine afin de solliciter notre système de combat et l'éprouver et le pousser dans ses retranchements. C'est le 5e bateau de ce genre dans la flotte française. Il sera bientôt déployé sur des missions bien précises. Sa fonction principale est le soutien à la force océanique stratégique, à la dissuasion nucléaire française. Mais ce bateau, notamment grâce à l'emport des missiles de croisière navale, est susceptible de se déployer partout où le demandera le gouvernement et le président de la République, en Méditerranée, Méditerranée orientale, en océan Indien, voire jusqu'en mer de Chine, avec une tendance forte à la remontée en puissance des États du Pacifique. La frégate Bretagne ne sera pas opérationnelle avant le mois de décembre. Après son court séjour en Martinique, elle remontera vers les eaux plus froides de l'Islande. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place de la mairie de Schellcher. Comme chaque jour ouvré, une équipe est à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Alors nous nous excusons, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer le direct que nous vous avions annoncé. Régine Germani est en ce moment même à la préfecture où les autorités se préparent à affronter le passage de l'ouragan Isaac. Au moment où nous parlons, le phénomène est très incertain, donc les autorités se préparent. Elles sont sous le pont et une nouvelle réunion est prévue demain. C'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Isaac classé ouragan de catégorie 1, pris très au sérieux par les Martiniquais. L'eau et les piles commencent déjà à manquer dans les rayons des supermarchés. Les autorités se préparent à affronter le phénomène. Pas de perturbations dans les établissements scolaires. Le mouvement de grève lancé par les syndicats UNSA territoriaux et enseignants est maintenu ce mardi, mais sans conséquences directes. Ils protestent contre la suppression de 40 emplois contractuels. Première escale en Martinique de la frégate La Bretagne. L'embarcation de la Marine nationale est en période de test. Nous vous avons proposé une visite guidée dans notre édition. Enfin, 13% de personnes illettrées en Martinique. Une conférence débat sera organisée ce mercredi à la cantine centrale de Ducos. La présidente de l'association Ducossaise du Savoir, Christiane Levourche, était notre invitée ce soir. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine Zone Interdite avec le titre « Un été pour refaire ma maison ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.